d'avoir 90 ans et j'ai eu comme maître d'école un monsieur, on peut l'appeler Monsieur Delbasti, Yves, qui a été pour moi un instituteur remarquable. Il avait additionné son travail de maître d'école avec de l'artisanat, du jardinage, de la menuiserie, donc qu'il nous faisait faire à temps perdu, si on veut, si on peut dire, et qui nous a rendu service. Je parle de la taille d'arbres, le jardinage qui était, nous avions un jardin de 100, à peu près 200 mètres carrés, derrière l'école, derrière le préau de l'école, et nous faisions donc pousser pas mal de légumes, en particulier pour la soupe des élèves qui habitaient loin et qui, dans un premier temps, avaient droit à une soupe chaude. Les filles avaient un tablier, les garçons, ils avaient même un tablier gris. Ah oui, oui, si. Et puis on était presque tous habillés pareil, puis il n'y avait pas beaucoup de sous, tu sais. Il fallait toujours économiser. Hein. Oui. Eh ben oui, alors forcément, on ne mettait pas des marques pour aller à l'école. Hein. Et moi j'allais à l'école avec des sabots en bois. Et je faisais 2 km et demi à pied pour aller à l'école. Et arrivé à l'école, on laissait les sabots dehors, enfin pas dehors, mais dans le couloir, et on rentrait avec les potes. Souvent, il y en a qui n'avaient pas de peur. Et puis, il y avait un fer troué dedans. Alors, quand on marchait sur la route, par là, ça faisait du bruit. Nous entendions le bruit. Et moi, je te le dis. Alors, si on était rentré dans l'école comme ça, il y avait bonjour. L'institutrice nous aurait dit le reste sur le banc. Je l'ai connu quand j'étais gamin, puisqu'il passait devant notre porte, là, devant notre fermette. Et alors, il venait de Tonens, par Verteuil, Tombebeuf, Montbahu, Cancon, Port-Regard. Il y avait une bifurcation qui allait vers Villeréal pour rejoindre Beaumont. Et la ligne de Tonens allait à Montflanquin et rejoignait la ligne de Fumel qui allait à Villeneuve. Ça, c'était avant les années 30. Ce tramway, c'était un tout à fait. En montant à Montbahu, il paraîtrait, moi je ne l'ai pas vu, je ne l'ai pas fait, mais il paraîtrait qu'en montant la côte,
on avait le temps d'aller faire son petit pipi et de rattraper le train, parce que teuf, en montagne, il marchait presque pas. Le sabotier, M. Dalibon, qui habitait à la maisonnette en bas là, à la maisonnette du tramway. C'était là qu'il était. Il faisait des sabots, même sous commande, celui qui en voulait quoi. Il achetait le bois, bien souvent c'était du bois de pin qu'il prenait, c'était plus facile à travailler, c'est sûr. Puis il avait tout l'outillage pour le faire. Il en faisait. Et chez lui, il y en avait de pendu de tout autour, et vous choisissiez le modèle que vous voulez. Et suivant le modèle que vous avez choisi, il vous le faisait. À Cancon qui portait les souliers et tous les autres portaient des sabots. Et quand j'y étais, il n'y en avait plus avec les souliers parce que c'était un fils de notable qui allait à l'école communale avec les souliers et tous les autres avaient des sabots. On vivait la plupart du temps en autoconsommation, en autarcie, parce qu'à partir de là, il n'y avait pas de TVA, il n'y avait rien à l'époque, et les moyens de transport ne permettaient pas d'acheminer, comme maintenant, tout ce qui vient des pays étrangers, d'Afrique, d'Amérique et d'ailleurs, ça n'existait pas. C'était le tracteur avec roue en fer, la Corbic, Forson. Et c'était les roues en fer avec un pont en fer, ça c'était une nouvelle carrosserie. Bon, vous ne pouvez pas aller sur la route avec ça. Après ils ont sorti les tracteurs, Massé Ferguson a sorti Massé Harris plutôt, a sorti les tracteurs à roue pneus quoi. Bon, là ça allait quoi. Mais c'était des petits tracteurs, c'est pas les tracteurs comme maintenant. C'est des tracteurs qui faisaient 30 chevaux, pas plus. Et avec ça, bon, on labourait. Ça nous avançait un peu plus. J'ai fini mes années scolaires en 1943, 42, 43. J'ai été à Pellegrin, école de sage-femme. Alors j'ai travaillé là. Je suis venue à Cancon parce que mes grands-parents avaient la maison. On avait cette maison, donc on y habitait. Et pour moi, c'était les vacances. À Cancon, c'était les vacances. Je suis venue m'installer à Cancon à bicyclette. Alors, ça fait 100 km, je les ai fait, les 100 km, on est arrivé à Cancon. Voilà, le maquis était là, je suis arrivée, et j'ai travaillé à faire des accouchements la nuit avec des maquis qui étaient partout dans toute la région. C'était un peu triste. Alors, puisqu'on parle de charron, c'est pour des roues de charrette.
ou de brouettes aussi, ça aussi. Brouette, c'est toujours, ça avait déjà une roue. Bon, ils allaient soit faire des tombereaux ou des charrettes, et les roues, ils les faisaient chez eux. Ce jour-là, bon, le charron et le forgeron se réunissaient avec deux autres personnes, quoi. Il fallait être 4, parce qu'ils montaient un brasier entouré de 4 pierres circulaires, une pierre comme ça, quoi. Un brasier où ils faisaient flamber et chauffer le fer, et alors quand il était étiré, un fer, ça se dilate. Quand c'était bien dilaté, à 4 avec des grosses pinces, on prenait le fer, on le coiffait la roue à côté, et à ce moment-là, il y avait 4 arrosoirs. Une fois que le fer était sur place, qui reposait sur les pierres qui étaient centrées avec la roue, et automatiquement on arrosait vite pour pas que ça crame le bois, et ça se rétrécissait, et comme ça, bon, le bois était bien tenu. Il y avait des magasins, il y avait tout le long de la rue. Après, on avait un dépôt de lait, ici en bas, là. Juste attenant à la bibliothèque. Là. Le dépôt de lait, c'était M. Berlius et M. Gary qui portaient le lait là. Et nous, on venait chercher le lait. Enfin, quand j'étais chez ma grand-mère, moi, au Catillon, je venais chercher le lait avec un pot en alu et nous vendaient le lait. Et moi, j'y venais quand j'avais 7 ou 8 ans, voilà, quand j'étais chez ma grand-mère. Un épicier à Cancon qui faisait des tournées dans la campagne avec un cheval. Un cheval, une roulotte, et il y avait l'alimentation sommaire, quoi. Et en même temps, il récupérait les productions des paysannes, c'est-à-dire lapins, volailles et œufs. Voilà. Et alors, les fermières, dans beaucoup d'endroits, dans beaucoup de fermes, il fallait qu'avec l'argent qu'elles vendaient, elles approvisionnent en consommation, en épicerie, ce qu'elles avaient besoin. Papa et maman sciaient du bois,
On prenait la serpe pour enlever les branches, pour ne garder que le tronc principal. Marie-Claude, emporte ton cartable, tu feras les devoirs le temps qu'on travaille avec papa. Ah, j'ai pris mon cartable, elle m'avait installée sur un petit tronc, j'étais très belle. J'avais un devoir de mathématiques sur les décimètres cubes. J'y comprenais rien. Elle m'expliquait, j'y comprenais rien. Elle m'a grondé, je crois que c'est la seule fois qu'elle m'a grondé. Tellement, ça ne voulait pas rentrer dans ma petite tête. Et j'en ai un souvenir de cette promenade dans les bois là, avec ces décimètres cubes là qui ne rentraient pas. Et après c'est rentré, bien sûr, mais bon, c'était compliqué. Hein. Quand on allait à l'école, eh bien, on nous disait, voilà, on rentrait de l'école, on nous disait, maintenant tu vas aller garder les vaches. Alors, on prenait notre cartable et en gardant les vaches, on faisait les devoirs. Ici, à Cancun, ils ont eu l'électricité en 1932. Parce qu'il n'y en avait pas avant. L'eau au robinet, ils l'ont eu encore beaucoup plus tard. L'ancienne église qui a été transformée en salle des fêtes, il y avait eu un éboulis et au mur de soutènement du côté de la boulangerie et la boucherie qui sont de l'autre côté sur la rue, sur la nationale. Ils ont refait le mur, ils en ont fait une salle de spectacle où il y a eu pas mal de balles, entre autres, pendant longtemps, mais quand, disons, le chose de sécurité a été appliquée, ça a été fermé, parce que là, il n'y avait pas d'issue de secours, il n'y avait rien. Alors, on dansait à l'époque, on a fait des tours de force. On dansait. On a fait une grande fête le jour où la guerre s'est arrêtée. Moi, je me souviens d'avoir... je montais la côte de Boudy, là-bas je montais cette route blanche, et c'était les cloches qui se mettent à sonner. C'est impressionnant. J'en ai encore la chair de poule quand je repense à ce bruit de cloches. Ça sonnait de partout. C'était beau. Et alors, les sabots de bois pour aller à l'école, c'était tout en bois. Hein. Mais pour aller à la messe, c'était différent. Il fallait bien les astiquer et ils étaient bien colorés avec du cirage noir, avec une belle lamelle en cuir. Mais ça, c'était pour la messe. Elle préparait les légumes pour la soupe, elle faisait le bouillon, elle tricotait les chaussettes pour mettre dans les sabots. Et puis le grand-père, ben, lui, il allait s'occuper des vaches. Mais tout le monde restait dans la maison. On ne se séparait pas. Et les parents, les grands-parents, moi j'ai connu mes grands-parents,
eh bien, ils étaient heureux de rester à la maison, de voir grandir leurs petits-enfants sous le même toit. Le petit déjeuner est très simple. C'est un bol de lait, trait de la vache qui est à l'étable, chaud, avec un petit peu de pain grillé. Voilà le feu. On mettait les braises dessous. Imaginez que ce sont les braises. La tartine de pain, on faisait griller recto verso. Je l'aime beaucoup parce que cette petite poêle a servi pratiquement tous les matins à me préparer mon repas de midi. Car il n'existait pas de cantine. Donc je partais à l'école avec mon petit cartable d'un côté et un petit sac. Alors j'ai pris celui-là parce que c'est exactement la copie du petit sac que j'amenais tous les matins. Il n'était pas fait en toile comme ça, il était fait en toile de jute comme ça. Vous voyez, comme c'est ça. Et ma maman, il avait brodé quelque chose de joli dessus pour essayer de l'égayer. Alors, mon petit cartable, mon petit sac, l'hiver mes galoches, et je parcourais 1 kilomètre à pied, matin et soir. À midi, je ne rentrais pas manger chez moi, donc je mangeais ce qu'il y avait dans mon petit sac. Et tous les repas étaient identiques, du 1er janvier au 31 décembre, puisqu'il y avait quand même les vacances entre-temps. Tous les matins, ma grand-mère, dans cette petite poêle, faisait cuire un œuf. Elle mettait un petit peu de graisse de porc, elle faisait cuire l'œuf d'un côté, elle le retournait, elle le pliait dans du papier de chocolat. Il n'y avait pas des rouleaux de papier aluminium, on prenait du papier à chocolat, on le pliait là. Donc j'avais l'œuf cuit, 2 carrés de chocolat et une pomme. Ça, c'était mon repas de midi chaque jour quand j'allais à l'école. Quand les enfants venaient à pied, qui faisaient 2,5 km depuis Millac, le hameau qu'il y a entre Louverat et Cancon, dans les chemins creux, ils venaient avec les sabots. Il n'y avait pas de cantine. Ils portaient leurs gamelles. Les filles, une famille de 4 enfants, 2 filles et 2 garçons venaient ensemble à l'école. L'aîné des filles portait la gamelle pour sa sœur et l'aîné des garçons portait la gamelle en même temps pour son frère. C'est pour dire qu'aujourd'hui, quand même, vous avez un certain confort qui n'existait pas de mon temps. Mais bon, heureusement qu'il y a eu le progrès. Mais disons qu'à l'avenir, ce que je vous raconte, j'espère bien que vous ne verrez pas ça. Mon peuple, ça ne nous a pas manqué. On ne peut pas dire. Sébastien avait acheté une maison dans les Hautes-Pyrénées, si bien qu'il connaissait absolument tous les coins, en particulier le pic du Midi-Zosso, etc. Bon, c'était pour lui quelque chose de magnifique. Et puis il aimait bien, donc y aller, puisqu'il connaissait absolument tous les coins, les meilleurs coins. Et il connaissait également donc, les propriétaires de là-bas. Quand on organisait le voyage là en particulier, c'était très facile à nous loger dans les granges, dans les maisons des personnes qu'il connaissait. C'était très facile et évidemment beaucoup moins onéreux qu'à l'hôtel. Et il nous avait fait faire donc des lits pliants, des chalits, dont nous nous servions là-bas, à côté, pas très loin des bêtes. Il y avait des vaches qui étaient au rez-de-chaussée et nous étions tout en haut, là où le
foin se trouvait. Voilà. Donc on déployait nos lits et puis on dormait comme des rois. C'était magnifique. Et puis on se lavait avec une bassine d'eau, parce qu'on n'avait pas de sanitaire, on n'avait pas l'eau au robinet, on allait chercher l'eau au puits pour faire à manger et pour se laver. Quand on avait besoin de laver le linge, on prenait une brouette, on mettait tout le linge sale dans une lessiveuse et on allait laver au lavoir, à l'eau froide. Eh oui, c'était pas rigolo. On faisait la soupe sur le feu, parce qu'on n'avait pas de gaz, on n'avait pas rien, on n'avait rien. Alors c'était pas tous les jours, hein, et de temps en temps on faisait la lessive. Mais on était quand même des gens pas sales, hein. On était des gens propres, mais c'était vrai, il n'y avait vraiment pas de commodité. Voilà, il fallait l'accepter, c'était comme ça. Et puis c'était comme ça chez nous, mais c'était comme ça chez les autres. Hein. Tout le monde était à la même enseigne. Je vous jure que on a toujours été très économes, tous. Dans tout le village, hein. C'était pas un qui était économe et les autres. Tout le monde se méfiait, tout le monde était... C'était pas la même mentalité. Ça a évolué, cette mentalité. Vous êtes large maintenant, vous gagnez de l'argent facile, tandis que nous, on n'avait pas de pognon. On le savait. La guerre, évidemment, a abîmé absolument tout cette école qui... il y avait donc des maîtres qui sont partis. Il a fallu trouver des remplaçants plus ou moins valables, des jeunes de moins de 20 ans. Beaucoup sont partis d'ailleurs chez les curés. L'école privée a fait son magot, en fait. Alors, en 1939, il y a eu la guerre. Les Allemands sont venus et ont été approuvés en France par un gouvernement qui était le gouvernement de Pétain. Et ce gouvernement était associé à certains catholiques qui, eux, allaient à la messe, c'est différent. Et comme nous n'allions pas à la messe, eh bien, on nous a déplacés d'office. Un jour, là, à l'école de Cancon, sur le pot où on nous donnait le lait, il y avait un petit papier. Ce papier, c'est « Vous devez être parti d'ici dans 48 heures ». Voilà. On était chassés, tout simplement. Alors moi, j'avais vos âges, à peu près. J'étais dans votre âge. Et je me suis retrouvé chassé, sans comprendre ce qui m'arrivait. Au dos d'un camion, là, tout d'un coup, on partait. On n'avait plus le droit de vivre ici, à Cancon. Voilà comment j'ai quitté Cancon. La déportation du travail a commencé en 1942. Et alors après, il y a eu le choc en 1943 au mois de mars. Mais le gros paquet a été pris pour la déportation du travail au mois de juin 1943, dont je faisais partie. Alors il y avait ceux qui avaient attrapé les échantillonnés, tout ça. Et alors, ils nous ont embarqués parce que l'Allemagne nazie, elle manquait énormément de main-d'œuvre. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont recruté les jeunes Français. Et les jeunes Français, j'y étais notamment. Et alors ils nous ont embarqués pour l'Allemagne. Si on ne partait pas, c'était le père, la mère, le frère, la mère qui partaient. Alors nous, je dis moi, au milicien qui m'a embarqué, si quelqu'un doit payer, moi seul je paierai. Il faisait des rafles dans toute la France, en pagaille.
Alors là, on a dit non, vous n'allez pas continuer à faire des rafles. Moi, je vais vous donner une classe. Et la classe 22, Arbeit in Deutschland. On le savait ce qui passait en France. Parce qu'il y avait l'intelligence à lui qui était champion. Hein. Attention, il y avait un docteur, le docteur Radecki. Il avait un poste dans les caves en bas. Il savait tout ce qui se passait. Quand le débarquement a lieu, de suite nous a dit, ils ont débarqué. Tout, on savait tout avec Radecki, le docteur Radecki qui avait ces choses, ces postes dans les caves en bas, que les Allemands ne le savaient pas. On savait avant de partir de France, on savait que l'Allemagne était battue. Il fallait demander le temps, mais on savait que l'Allemagne était foutue. Quand on a été libéré, on est parti à pied à Cracovie en Pologne. Pendant 3 jours, 8 jours. On est parti à travers les Carpates. C'est les montagnes, les grandes montagnes de la forêt en Pologne. On est parti à travers les Carpates et on est arrivé à Chota. Et là, en Pologne, au début on n'avait rien à manger parce qu'on avait... Alors après ils ont fait des choses. Ils nous ont mis dans un calme. Et ce cas, après ils ont commencé à nous donner à manger. Mais au début on n'avait rien à manger. Il n'y avait pas à manger. Et après ils nous ont donné un peu à manger. Et alors là, le chose de Katowice, Sozovice, on est parti à pied, à travers les Carpates, on est allé à Cracovie. On est resté 3 semaines ou un mois à Cracovie, parce que des ponts de la Vistule, le grand fleuve qui passe à Chota, à Cracovie, les choses, les Allemands avaient fait voler un état. Nous, pour prendre le convoi pour aller à Odessa, il fallait qu'on attende que le pont de la Vistule soit réparé. Ça a demandé 3 semaines et mois. Et de ce temps-là, on est resté à Cracovie. Il y a un mot de l'abbé Pierre, si vous voulez aider les hommes, commencez par la désillusion. C'est-à-dire, rendez-vous compte de ce que c'est que les hommes, ce qu'ils deviennent en temps de guerre, c'est abominable. Un voisin peut dénoncer, peut tuer, peut tricher. À ce moment-là, on voit des choses absolument horribles. Quand la guerre a été finie, on avait fini, on sortait de ça. Voilà, c'est tout.